Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes toujours à l'écoute de la CISM 89.3 FM sur Montréal. Rapide coup d'œil à l'horloge, il est midi passé de quelques poussières, 2 secondes. L'émission à l'écoute est Accent du Sud. L'objectif de l'émission, vous le savez, est de céder la parole aux acteurs du Sud présents ou de passage dans notre belle ville de Montréal. Il peut également arriver que je donne le micro à des acteurs du Nord, des acteurs qui auraient quelque chose de pertinent à dire sur les contextes du Sud. Aujourd'hui, je reçois un acteur du Sud ayant ses 2 pieds à Montréal et ses 2 pieds en Afrique. Je reçois Christian Bolo, ingénieur de Polytechnique Montréal, qui termine actuellement sa thèse de doctorat à Polytechnique Montréal. Bonjour Christian. Bonjour William Bayard. Alors, on a déjà eu à discuter ici avec Christian sur la question des infrastructures et notamment du pont Champlain sur lequel il a fait son travail de maîtrise à l'époque. Et aujourd'hui, nous allons parler de la question des infrastructures et de l'impact des financements de ces infrastructures en Afrique, notamment lorsque cela concerne des infrastructures de divertissement, des infrastructures sportives, parce qu'il faut savoir que Christian s'intéresse à l'économie liée aux questions d'infrastructure. Je crois que je ne me suis pas trop trompé jusqu'ici dans la présentation, Christian. C'est une très belle description de ma personne en ce qui concerne mes activités professionnelles. Donc je suis tout à fait étonné de voir que tu me connais mieux que moi-même. Christian, comme je le disais tout à l'heure, s'est orienté ou s'oriente de plus en plus vers la recherche. Nous parlerons peut-être de ça vers la fin de l'émission. Accent du Sud, c'est également de la bonne, voire de la très bonne musique originaire du Sud. Aujourd'hui, comme nous parlons de la question des infrastructures sportives, notamment avec un cas d'école de ce qui s'est passé récemment à la Coupe d'Afrique des Nations de football, de soccer si vous voulez, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, donc, pour la musique et de la très bonne musique, comme je disais, focus sur la Côte d'Ivoire avec Tamsir qui chantera Coup du marteau, Maté chantera Ameya Chi, une très belle chanson qui a été remasterisée très récemment. On en parlera peut-être tout à l'heure, Christian. Magic System, qui est connu par tout le monde, nous fera un clin d'œil avec Abou Molo Molo, une chanson très très connue et qui a fait qui participe du répertoire classique de la musique africaine actuellement. Et puis nous terminerons par Papagnon Akezo. Dans vos oreilles maintenant, Tamsir Coup du marteau. L'émission à l'écoute est Accent du Sud. Mon invité Christian Bolo, ingénieur Polytechnique Montréal, qui termine sa thèse actuellement en économie des infrastructures et gestion des projets, on peut dire ça comme ça. Ouais. Je suis William Bayard, l'émission à l'écoute c'est Accent du Sud. Vous écoutez la CISM 89.3 FM, bienvenue. La Côte d'Ivoire, inspirante terre d'hospitalité, reçoit l'Afrique. Jour de fête. C'est quoi? Et vous savez? Ibrahim Sama Diabaté. Ça joue de fête sur la démarche. Youpi, 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 youpi. À lui seulement. Qui t'a balèze? Coup du matos. Descends, coup du matos. Descends, coup du matos. Coup du matos, c'est coup du matos. C'est fort. Tu fais ça pourquoi? Y'a un coup de guérilla. Hommage à toi, président Douk Saga. Venez danser. La Côte d'Ivoire, sans l'Afrique, ça va chauffer. Y'a aussi le pain. On va ça bien dans la ici, c'est l'argent de ta carrière. Pour s'enlever, Africain, on est les dieux. On est toujours debout, on n'est jamais fait. Accent du Sud sur la CISM 89.3 FM. Vous écoutez Tamsir, Coup du marteau, la chanson de l'année 2023 et 2024 aussi. En Côte d'Ivoire, jusqu'ici, Coup du marteau a été considéré un peu comme l'hymne de cette Coupe d'Afrique des Nations remportée par la Côte d'Ivoire, pays organisateur qui a dépensé des sommes folles, Christian, pour organiser cet événement, des sommes globalement pour accueillir les délégations, mais surtout
pour construire les infrastructures. On parle de combien environ, Christian? Oui, d'après les estimations qui sont faites, on parle de près de 6 milliards d'euros. On peut s'imaginer comment ça ferait en francs CFA. C'est des sommes astronomiques pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui ménage des efforts pour être classé dans ce qu'on appelle les pays émergents. Est-ce que c'est un bon investissement? Nous en parlerons, M. William Bayard. On en parlera. Alors, quelles sont les infrastructures qui étaient concernées dans un événement comme la CAN? Quand on dit qu'on a investi sur les infrastructures, on parle de quoi environ? Oui, ce qui est bien dans ces choses-là, c'est que ce n'est pas seulement les infrastructures sportives, il y a également de la route, il y a également des infrastructures de transport au sens général. Au-delà de la route, il y a les aéroports et consorts, il y a l'hôtellerie qui prend pied, il y a la télécommunication, tout ce qu'on appelle infrastructures économiques qui ont justement un effet direct sur l'économie. Et donc, mais on a beaucoup parlé des stades, par exemple. La Côte d'Ivoire en a construit un certain nombre, en a revampé, c'est-à-dire rafraîchi d'autres, notamment, moi j'étais en Côte d'Ivoire en décembre dernier et j'ai vu le stade de Félix Houphouët-Boigny que j'avais déjà vu en 2014, qui avait été vraiment embelli, électrifié, et puis tous les travaux qui avaient été faits, parce qu'à un moment il y avait eu un effondrement, mais ça a été vraiment ravalé, tout a été fait proprement, et puis on a construit un nouveau stade dans la banlieue d'Abidjan et Bimpé. Alors, entrons vraiment dans le vif du sujet avec la question des stades. Okay. Alors qu'est-ce qui, parce qu'avant de parler de gros sous, qu'est-ce qui dans un stade pourrait faire en sorte qu'on se rende compte que ça, c'est une infrastructure utile dans la communauté? Ben, écoutez, la question d'utilité de l'infrastructure est une question qui dépasse le cadre sportif. Bon, c'est sûr qu'on ne parlera pas de cette question-là de manière très générale, parce que là, on veut cloisonner notre débat dans le domaine des sports. Mais pour ce qui est de la connaissance aujourd'hui, quand on fait un investissement, on s'attend à ce que les gens, justement, ou du moins à ce que l'investissement s'intègre dans le social. Et c'est là vraiment qui permettra justement de rentabiliser au-delà du sport, justement parlant des stades. Parce que quand vous investissez de manière importante dans un stade, comment est-ce qu'on rentabilise après la compétition, vous savez? Et là, la question est directement reliée à ce phénomène-là. Me demandant, c'est quoi après l'intégration, c'est quoi la valeur sociale de ce stade-là? Justement, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on fait pour qu'au-delà du sport, après la compétition, on puisse évidemment rentabiliser. Et c'est là la grosse question. Puis je pense que si c'est peut-être le bon moment d'en parler maintenant, oui, bien sûr. C'est ça, parce que le gouvernement ivoirien, je pense, a déjà pensé justement à la situation post-compétition. Et là, il parlait justement d'en faire des lieux de tourisme, de valoriser le championnat, de voir comment est-ce qu'on peut créer des activités de récréation autour, des activités touristiques autour, comment est-ce qu'on peut créer, si vous voulez, ce qu'on appelle le Silicon Valley, en quelque sorte des clusters d'activités économiques, d'activités urbaines, notamment les activités commerciales, tout ce qui va avec le loisir, en fait. Donc, je pense que dans cette dynamique-là, après, est-ce qu'on investit encore dans ça, ou quelle est la politique qu'on met en œuvre pour que les particuliers, justement, s'intéressent à cette activité-là? C'est tout un tas de questions qui, aujourd'hui, à l'instant où on se parle, je n'ai pas encore discuté avec le ministre des Sports ivoirien pour avoir des réponses de manière pratique là-dessus. Mais à mon sens, de ce que je sais, il y a eu des réflexions dessus. Alors, du point de vue théorique, avant de descendre sur le cas de la Côte d'Ivoire, mais on a également vu ça au Cameroun, mais on pourra poser la question pour les Jeux olympiques qui s'en viennent à Paris cet été-là. Du point de vue théorique, comment on justifie la construction des infrastructures? Oui, pour faire une route, ça va de soi. Ouais. Mais les infrastructures de divertissement, comment on justifie ça du point de vue théorique? Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de critiques. On entend plus de critiques que d'arguments qui soutiennent. Les gouvernements soutiennent, mais la société civile critique toujours parce qu'il y a des questions environnementales pour les pays occidentaux, mais des questions économiques, comme tu étais en train de dire tout à l'heure. Mais d'abord, il faut que je comprenne bien la question. C'est en sens, comment est-ce que ces infrastructures-là apportent une valeur économique? C'est ça que tu veux dire? Comment est-ce que vous justifiez ça économiquement? Oui, c'est ça, parce que justement, oui. C'est ça, parce que est-ce que on prétend prétendre que ces infrastructures-là vont créer de la croissance économique. Donc, du coup, pour nous, c'est bien de les faire. C'est ça. Mais si
on veut analyser de manière très, très rationnelle ces choses-là. Mais les gens qui ont travaillé là-dessus ont prouvé que quand on investit dans les stades, par exemple, pour des infrastructures, pour des compétitions qui sont ponctuelles, écoutez, l'argent qu'on investit, on ne le rentabilise pas directement. C'est ça le gros challenge aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on fait, justement? Si on veut convaincre les gens de dire qu'on prend l'argent du pays pour faire un stade, pour faire des infrastructures sportives dans le cadre d'une compétition, il faut qu'on leur dise comment est-ce qu'eux en bénéficient. Et c'est aujourd'hui un challenge parce que personne ne va aller dormir dans un stade en tant que citoyen. Personne ne va aller, inscrire son enfant dans un stade ou se soigner dans un stade. Donc finalement, comment est-ce que tu convaincs les gens que c'est bien de le faire? Écoutez, quand vous faites une compétition avec des stades assez beaux, c'est de la communication à l'international, c'est de la géopolitique, c'est une démonstration de force. Vous comprenez? Quand la Côte d'Ivoire fait ça, on se dit, écoutez, aujourd'hui on parle de la CAN la plus médiatisée du monde. C'est pas seulement le politique qui prend cet honneur-là. Moi, aujourd'hui, dans le métro à Montréal, quand je suis à l'effigie de mon pays, notamment par un t-shirt sportif, par le maillot, on dit, c'est le pays là, avec le beau stade. Là. Donc, après, il y a des impacts dans la géopolitique, il y a des impacts au niveau international, même dans la régulation diplomatique, je pense. Donc, je pense qu'en ce sens-là, c'est bénéfique pour tout le monde. Bénéfique autant pour le gouvernement que également pour les citoyens. Puis après, ça récrée la cohésion sociale. C'est surtout des éléments qu'on ne peut pas mesurer. Mais clairement, une infrastructure comme ça, les gens sont en joie. Et quand on retourne peut-être à l'Antiquité, parce que je n'ai pas de très bonne histoire, mais je sais que les gens qui avaient pour la première fois fait des arènes pour voir les animaux se battre entre eux, après, ces rois-là étaient vénérés parce qu'ils créaient justement l'ambiance, ils créaient la chaleur humaine dans la population. Et les gens, ils adorent ça. Un tout peu, est-ce qu'on n'oublie pas un peu les conflits? Est-ce qu'on n'oublie pas un peu nos difficultés quotidiennes de la vie? Mais on pourrait aussi se dire qu'il y a eu des CAN très, très bien. Par exemple, la CAN 2002 au Mali, qui était une CAN modeste, on peut dire, mais qui a également eu le même engouement. Mais je comprends très bien ce que tu es en train de dire. Et puis, on va rester dans la théorisation parce qu'en même temps, on parle des éléphants blancs, notamment en Afrique. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de glissement? On en parlera. On va essayer de voir comment est-ce que, justement, les infrastructures sont utilisées après. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, de glissement ou est-ce que ce n'est pas très, très simple, très facile de confiner les projets en Afrique à être des éléphants blancs plutôt que de prendre vraiment tous ces éléments que tu viens de citer? C'est ça le problème. Vous savez, les gens, quand ils parlent de l'Afrique, on a l'impression que c'est toujours là-bas qu'on ne sait pas comment faire. Déjà, les éléphants blancs, on peut définir rapidement. Les éléphants blancs étant des projets qui sont faits sans un objectif bien pensé derrière. Oui, c'est ce que je veux dire. Laisse-moi finir. Je veux dire que généralement, quand on analyse les choses en Afrique, on a l'impression qu'ils n'ont jamais analysé l'exhaustivité de la chose. Mais après la Coupe du Monde au Brésil, où sont les stades du Brésil? La Russie n'a jamais été un grand pays de football. Elle a fait la Coupe du Monde, où sont les stades après? Au Qatar également. Donc, le problème auquel les Ivoiriens aujourd'hui sont confrontés, les Chinois, les Russes ont été confrontés au même problème-là. Et je pense que la Côte d'Ivoire peut-être a réussi son coup parce qu'elle a déjà pensé à ça. Puis elle a fait des propositions. Je ne sais pas pratiquement qu'est-ce qui est déployé sur le terrain, mais je sais qu'il y a eu des réflexions là-dessus. Donc, à mon sens, je pense que c'est à féliciter déjà l'Afrique. Pour parler de théorie, c'est à féliciter parce que pratiquement, je ne sais pas. Donc, là, on a de la théorie. Là. Mais je sais qu'il y a des actifs, il y a des réflexions, il y a des pensées justement qui sont mises là-dessus. Pour qu'en fin de compte, ce ne soit pas simplement des infrastructures sportives au sens littéral, au sens objectivité de la chose. C'est-à-dire qu'on n'espère pas seulement que pour le sport. Mais comment est-ce que ça profite à l'économie également? Donc je pense que du point de vue théorique, la Côte d'Ivoire a réussi peut-être son pari, mais on attend de voir les résultats de sa politique de manière théorique. Et ça veut aussi dire, on va faire une petite projection historique, ça veut aussi dire que l'Afrique, globalement, après l'Afrique du Sud en 2010, parce qu'on a parlé du Brésil, mais on peut aussi parler de l'Afrique du Sud, qui avait organisé une Coupe du Monde. On a eu le Brésil, donc on a eu la Russie et le Qatar, qui ont
pris ce type d'infrastructure pour pouvoir accueillir des événements qui ont une portée politique importante pour ces pays-là. Parce je rappelle rapidement que l'Afrique du Sud est sortie de la colonisation en 1994 et la fin de l'apartheid. Donc, c'était important pour elle de pouvoir accueillir un événement festif, surtout que le pays a été frappé de plein fouet par la pandémie du sida. Le Brésil, on sait que le Brésil est entré dans le club des pays, le club fermé des pays émergents supérieurs dans les années 2000-2010. Donc, il fallait également marquer le coup. La Russie, aujourd'hui, on voit tous les problèmes que la Russie a sur le plan international. Et puis, avec la chute du mur de Berlin et puis la fin de l'Union soviétique, donc c'était également pour la Russie un moyen d'exister sur le plan international. La même chose au Qatar, qui est une monarchie pétrolière qui a besoin d'exister au niveau international. Donc, et la Côte d'Ivoire, pour parler de la CAN, la Côte d'Ivoire est sortie d'une crise politique profonde depuis les années 90 et qui a culminé avec la crise post-électorale. Donc, pour la Côte d'Ivoire également, organiser un événement comme ça où les Ivoiriens peuvent se retrouver, c'était quelque chose d'hyper important. Mais maintenant, si on inscrit ça sur la ligne de temps, en Afrique en général, on voit quand même qu'il y a une montée en gamme en Afrique de dire, OK, on peut faire des choses qui sont du même niveau que ce qui se fait ailleurs dans le monde. On a commencé à voir avec les couacs qu'il y a eu au Cameroun en 2021. On a vu ça en 2023-2024 en Côte d'Ivoire, notamment en 2024 avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire qui était encore un cran au-dessus de ce qui s'est passé au Cameroun. Est-ce qu'on peut dire que cette tendance va non seulement en matière d'événements sportifs toucher davantage les pays africains, d'une part, et va pouvoir toucher les autres infrastructures qui sont faites en Afrique, de telle sorte que les standards soient mis à des niveaux internationaux? Ben oui, là, moi, je te réponds à ça, tu faisais une bonne analogie. Tu sais, les Occidentaux en particulier, ont commencé à réfléchir au développement de manière industrielle en 1975, avec ce qu'on a appelé la révolution industrielle. Quand on voit un avion aujourd'hui, on a l'impression que c'est du génie. Mais ça fait 200, 300 ans que les gens ont commencé à penser à ça. Aujourd'hui, on a un engin qui est parfait dans tous les sens. On a commencé avec des Coupes d'Afrique de 2-3 personnes avec des stades qui n'étaient pas tellement gagnés, tellement au stade aujourd'hui internationaux. Je veux dire, au standard presque. Mais aujourd'hui, le Cameroun a fait un cran par rapport à ce qui a été fait les années antérieures. La Côte d'Ivoire a mis un cran là-dessus. Donc, c'est un phénomène naturel et logique là. On se bonifie en apprenant des erreurs. Donc, pour faire en fait une corrélation avec la politique, le système justement de gouvernance en Afrique, moi je suis convaincu qu'avec le temps, il va être très parfait. La démocratie à l'occidental, c'est depuis 300 à 400 ans, les gens manipulent ça. Ils ont le temps d'apprendre les erreurs. Aujourd'hui, on a l'impression qu'en Afrique, c'est des idiots là. Non, mais ça prend du temps. Je suis convaincu que donc, pour faire en fait, si tu veux, l'un dans l'autre, qu'on fait une réponse analogique, bien évidemment, les compétitions à venir vont être encore de plus en plus belles, justement, au regard des erreurs que la Côte d'Ivoire, justement, n'a pas su bonifier. Donc, je suis très confiant que le football africain évolue, la gouvernance sportive évolue également, les infrastructures également vont suivre clairement. Mais est-ce que ça peut, on a vu que ça peut toucher les infrastructures sportives dans d'autres pays, mais du point de vue horizontal, est-ce que ce qui est fait pour les infrastructures sportives peut toucher les autres infrastructures du pays? Est-ce qu'il peut avoir un effet de contagion, de telle sorte qu'on dit on a de très beaux stades, on aura de très belles routes, on aura de très beaux bâtiments publics. Est-ce que, en fait, dans le fond, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais est-ce que la compétence reste localement? D'abord, il faut qu'on définisse bien de quelles compétences tu parles. Les compétences entre pays. La compétence technique à l'intérieur du même pays. J'en viens justement, j'allais arriver à ça. Est-ce qu'il y a un transfert de connaissances, un transfert de compétences, justement? C'est ça que tu veux me dire? Oui, c'est ça. Ben, écoute, ça a été toujours le gros problème. Bon, peut-être comme nous parlons d'infrastructure, mais moi je pense que ça a été toujours le gros problème des Africains. On n'a jamais pensé à se développer de nous-mêmes. Parce que c'est développer de nous-mêmes. Ça commence par le transfert des compétences. Last time, je suivais par exemple une production médiatique sur la Chine. Et on essayait de comprendre comment est-ce que la Chine a fait aujourd'hui pour sortir son premier avion. Parce que depuis toujours, c'était les Américains avec le Boeing
et les Occidentaux avec la marque Airbus. Mais aujourd'hui, la Chine est en train d'arriver sur le marché avec son propre prototype. Et les Français qui ont documenté ça ont compris que il y avait d'abord la Chine a su en fait inviter les spécialistes français occidentaux dans la maintenance des aéronefs et ainsi de suite. Ils ont su copier. Donc il y a eu, c'est un très bon exemple de transfert de connaissances. L'Afrique a commencé à construire des ponts depuis 1849, je suis sûr, après même la colonisation. Mais je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, on a la maîtrise parfaite de cette technologie en ce qui concerne les grands ponts. En Côte d'Ivoire, on construit les ponts. Mais faire un pont comme le pont Champlain, pas une entreprise ivoirienne, je ne suis pas convaincu qu'on a la compétence nécessaire. Amiati, Christian, c'est une proposition de Christian qu'il m'a fait découvrir hier seulement et j'ai beaucoup adoré et ça m'a fait penser à Monique Seka. Alors, Matéi, c'est qui? Matéi, c'est une artiste ivoirienne qui a explosé le milieu musical à l'époque. On se souvient, moi j'étais encore très jeune quand elle chantait. Puis ça, c'était un son qui ne date pas d'aujourd'hui, mais elle a fait un remix qui a pris de l'ampleur. Bon, comme on le dit dans le langage populaire, c'était des challenges du TikTok. Donc finalement, ça m'a plu. Puis bon, j'ai dit, bon, écoute, je partage ça à mon journaliste expert pour voir ce qu'il en pense. Non, c'est une très bonne proposition. J'espère que nos auditeurs ont également apprécié. La chanson, c'est Matéi Amiati. Amiati, c'est le titre de la chanson chantée par Matéi, donc une artiste ivoirienne. Aujourd'hui, je reçois Christian Boulou, ingénieur spécialiste des infrastructures et de la gestion des projets. Avec lui, nous parlons de l'impact, de l'intérêt de consentir des investissements massifs pour les infrastructures, notamment des infrastructures dites de divertissement, des infrastructures sportives en contexte africain, mais pas que, alors que le monde s'apprête à tenir des Jeux Olympiques dans quelques semaines à Paris et que l'Afrique a accueilli la Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire et que la prochaine arrive en 2025. Ce sera au Maroc. Alors, Christian, pendant la coupure, nous avons discuté de la question des financements. Ouais. Ça serait peut-être venu plus tard, mais parlons de ça maintenant parce que les infrastructures telles qu'elles sont construites en Afrique reposent sur une structure de financement particulière qui fait que c'est peut-être plus pressant pour l'Afrique de trouver des moyens de rentabiliser ces investissements qui sont financés de quelle manière? Écoute, William, c'est comme le disait mon directeur de thèse, ne touche pas à ma poche, non, tu me provoques. Et c'est ça le problème. La question, si vous voulez, qui permet toujours à l'Afrique d'être d'une manière dépendante des autres, c'est parce qu'elle n'a pas les moyens de se prendre en charge elle-même du point de vue financier quand elle entreprend des projets de développement. Et comment est-ce qu'on résout ça? Il faut créer de la richesse localement. C'est aussi simple que ça. Ça fait que finalement, je me souviens, on parlait
faire une translation, on parlait du projet du métro d'Abidjan. Un projet qui est financé entièrement par le gouvernement français. C'est un projet de 1000 milliards. Mais quand on finance un projet comme ça, c'est nous qui dictons ce que nous voulons. Exemple simple, en 2004, pour faire presser ce Gbagbo, on a coupé les médicaments. Mais si on prend un projet comme le métro qui va définir la structure du transport, parce que ça traverse tout Abidjan, du nord au sud, là. Couper un tel truc parce qu'on n'est pas content de la politique du président de la République, ben vous imaginez les chocs sur le système de transport et par ricochet sur l'activité économique. Donc, il faut qu'on arrive nous-mêmes à se mettre ensemble pour créer des banques d'investissement à l'africaine, financées par les Africains. La Côte d'Ivoire ne peut pas financer tous ces projets routiers. Il faut créer des banques où tous les États, les 4 États africains se mettent ensemble pour créer une banque, comme l'a fait les États-Unis avec ce qu'on appelle l'institution de Bretton Woods. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ce n'est pas l'argent américain, ce sont des épargnes d'autres, des populations dans d'autres pays. Ils ont trouvé des mécanismes financiers justement pour pouvoir créer des prêts aux Africains toujours. Et puis après, créer un mécanisme, si tu veux, de minimisation des risques pour assurer justement le remboursement auprès des gens, en fait, auprès des institutions où ils sont endettés. Donc moi, je pense que pour régler ça, il faut que l'Afrique se mette ensemble et crée sa propre banque d'investissement. Pour être moins dépendant de l'Occident, nous permettra justement d'être plus libre dans la gouvernance et de faire ce qu'on a envie de faire. Donc la question des infrastructures, donc, comme on peut l'entendre dans tes explications, est connectée et interconnectée avec d'autres enjeux. Absolument. Des enjeux politiques hyper important. Mais insistons sur cette dépendance, parce qu'on aura parlé de ça plus tard, on parlera d'autres choses après. Insistons sur cette dépendance et sur le modèle que peut représenter la construction de ces infrastructures. Déjà, est-ce que décider de construire, par exemple, un stade, est-ce que c'est une priorité? Est-ce que c'est pas une manière d'entrer dans des problèmes qu'on aurait pu éviter en construisant autre chose qui nous aurait soumis à des pressions, mais au moins ces pressions-là auraient eu un sens? Mais, William Bayard, parlons d'abord du cadre théorique. Pourquoi le projet A serait mieux que le projet B? Les gens ont dit, écoutez, si le projet A apporte plus de bénéfices, le projet A est mieux que le projet B. Pourtant, dans la pratique, on ne peut pas maîtriser tous les bénéfices que peut créer le projet A pour le comparer au projet B. Donc, ramenant ce cas théorique à la réalité, à la problématique des infrastructures, est-ce qu'aujourd'hui, on peut mesurer tous les impacts? Est-ce qu'on est capable de comptabiliser, de chiffrer tous les impacts que crée un projet d'infrastructure sportive, de sport sportif, comme un stade? Les gens sont contents. Comment est-ce que tu mesures ça? C'est compliqué. Donc, comment est-ce que je compare un projet routier qui lie Amsoko à Abidjan à un projet de stade? Parce que le projet routier, là, je suis capable de dire, je mets un péage là-dessus, voilà ce que je rentre. Mais un projet de stade, les gens sont contents, comment est-ce que tu mesures ça? Donc, après, moi, je pense que tout dépend de comment est-ce que le politique oriente son développement. Est-ce que pour les enjeux du moment, comme tu l'as si bien dit dans ton audition, que j'ai adoré, la Côte d'Ivoire sort d'une crise, est-ce qu'on met l'accent sur la réconciliation? Est-ce qu'on met l'accent sur la cohésion sociale? Si on met l'accent sur la cohésion sociale, en ce moment, un projet de stade est aussi important qu'un projet autoroutier. Quoique, après la cohésion, il faut se développer. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Il faut laisser le challenge, le leadership des politiques décider. Mais nous qui sommes techniques, nous devons justement appuyer cette décision-là. Moi, je pense que tout dépend de l'enjeu et de la politique, du choix politique du développement. Aujourd'hui, M. Ouattara Alassane, lui, il est beaucoup plus mondialiste. Le président de la Côte d'Ivoire. Oui, M. Ouattara Alassane, le président de la Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai pas l'habitude de l'appeler président parce que je ne suis pas entièrement d'accord avec ses choix. Ouais, c'est un fait. C'est dur pour moi là, parce que toi et moi on est connaissants de comment est-ce qu'il a pris le pouvoir, mais bon, on ne rentre pas dans cette théorie. C'est un fait de politique internationale. C'est lui qui a la signature de la Monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Ouattara Alassane, en question, écoute, c'est un mondialiste. Sa politique, c'est d'ouvrir le pays à l'Occident. Et aujourd'hui, justement, quand on parle du PIB en Côte d'Ivoire, j'en parlais récemment avec mon ami. C'est quoi le PIB? Est-ce que le PIB de la Côte d'Ivoire, c'est vraiment la Côte d'Ivoire? Parce que qui fait le PIB de la Côte d'Ivoire? C'est les Libanais, c'est les Français. Parce que le PIB, c'est les salaires et c'est ce qu'on gagne en tant qu'investisseur. Mais ce qu'on gagne est exporté vers la France, vers l'Europe, vers le Liban. Même ceux qui sont les gros commerçants en Côte d'Ivoire, c'est qui? C'est les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens. Donc, est-ce que la politique d'ouverture vers l'extérieur a des mécanismes pour permettre à l'Ivoirien d'en profiter? C'est une très bonne question, là.
Donc, est-ce que le fait de mettre l'accent sur les stades dans une politique objectivement de mondialiser le pays en attirant les investisseurs étrangers, quelle est la mécanique qu'on met en arrière pour que les Ivoiriens profitent justement de cette politique-là? Moi, je pense que si M. Ouattara répond à ça, il va être réélu. Mais on va commencer maintenant et on va poursuivre après la pause. Mais je pose cette question maintenant avec des propositions. C'est-à-dire que face à ces blocages, c'est-à-dire blocage ou bien des risques, parce qu'il peut exister des risques, peut-être il faudrait déjà même évoquer ces risques-là, parce qu'après on va parler des propositions. Quels sont dans l'absolu, parce qu'on ne peut pas actuellement regarder dans le fond ce qui est en train de se passer. Nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire et nous n'avons pas mené une étude exhaustive là-dessus pour savoir ce qui est en train de se passer et comment les choses sont en train d'être faites pour rentabiliser ces infrastructures. Mais quels peuvent être les risques? C'est-à-dire, à quel prix ou à quel risque des choses risquent, si je peux me permettre, de déraper? Quels sont les risques de dérapage de telle sorte que ces infrastructures deviennent effectivement des éléphants blancs? Mais, je pense que la question ne se pose plus dans la mesure où les infrastructures ont été réalisées, elles ont été exploitées et on a vu les résultats. Donc, on ferait peut-être une démarche. Donc, on peut les détruire maintenant? Non, je dirais que la question devrait permettre une démarche de réponse ex post. Est-ce que ces infrastructures ont été des éléphants blancs? Non, donc, maintenant, on pose la question... De manière ex post, puisque les infrastructures existent maintenant, on a vu, la canne est finie. Donc, est-ce que ces infrastructures ont été des éléphants blancs? Mais on ne pourra jamais finir de répondre tant qu'on ne s'est pas projeté dans 50 ans, dans 30 ans, pour voir comment est-ce qu'on utilise toujours ces infrastructures. Donc, mais comme tu as dit, on peut que faire tu veux, comme tu as dit, on peut donner une réponse exhaustive là-dessus. On peut donc donner des pistes, des risques. Ah oui, mais dans ce contexte, ça n'a pas marché. Mais clairement, aujourd'hui, tu as un championnat ivoirien qui est très pauvre. Tu as les gens en termes d'investissement, c'est de plus en plus encourageant de voir des jeunes. L'investissement massif, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est dominé par l'étranger. Donc, et qui cible des domaines qui ne sont pas forcément mobilisateurs pour la plupart de la population. Clairement. Donc, c'est un enjeu profond, en fait, au regard de la structure économique de la Côte d'Ivoire. Pour analyser ça, il faut aller chercher comment est-ce qu'on arrive à ça dans les années 60 avec la politique d'Ofoué, un Burkinabé, 1000 francs de carte de séjour à l'époque. Donc, grosso modo, là, moi, je ne suis pas convaincu que les gens ont dit on a réfléchi à ça, on a des solutions. Mais moi, personnellement, au regard de la structure économique de mon pays, au regard du championnat justement qui utilise ces infrastructures, le championnat de football, je ne suis pas convaincu qu'il aura, comment on dit, plus-value de manière concrète. Mais on attend de voir. Abou Bazi Molo Molo, sagacité ni tabla. Abou Bazi Molo Molo, sagacité ni tabla. Toi t'es comment? Quand t'es pas tu veux pas écouter. Ta peur toi c'est le pharaon, alors que pharaon là ça peut pas payer ciment oye. Dabla, il plus d'ato. Umanakuya dabla, il plus d'ato. C'est une histoire de sagacité. Sagacité ni dabla. C'est une histoire de sagacité. Sagacité ni dabla. Partout tu passes dans la cité, on ne parle que d'Abou de Kabongo. Paris, London, Abidjan, on ne parle que de toi, oh yeah. Siga, champagne, dégo, ça c'est ta devise, oh yeah. Abou Bazi Molo Molo, sagacité ni dabla. Umanakuya dabla, ibudato. Umanakuya dabla, ibudato. C'est une histoire de sagacité. Sagacité ni dabla. C'est une histoire de sagacité. Sagacité ni dabla. Aruna Dendane, Karim Chouaïbi, Momo Taïri, Mamchek,
la force tranquille. Mamgo ma po, si foyel mam, si ka foyelier. Mamgo ma po, si foyel mam, si ka foyelier. Abou basi molo molo, sagacité ni dabla oh. Abou basi molo molo, sagacité ni dabla oh. Dans la vie là, y a des choses difficiles à gérer oh yeah. Mais quand tu sais d'où tu viens, tu dois savoir où tu t'en vas oh yeah. Kumana kuya dabla, ikuitato. C'est une histoire de sagacité. Salut la Sissi. Magic System sur les ondes de la CISM 89.3 FM. Le titre à l'écoute, Abou Molo Molo. Abou vas-y Molo Molo. C'est une très belle chanson classique de la musique urbaine. Je sais même pas si on pourrait dire urbaine ou variété ou pop, la pop africaine. C'est un classique dans tous les cas des années 2000, venant de la Côte d'Ivoire des Magic System, mais qui a touché toute l'Afrique francophone et au-delà, au Kenya, en Afrique du Sud, etc. Je suis toujours dans ce studio avec Christian Mboulou, ingénieur en questions économiques liées aux infrastructures et en gestion de projets. Avec lui, je discute de l'impact, de l'intérêt de consentir des investissements massifs pour les infrastructures en Afrique, mais également dans le monde des infrastructures de divertissement. On sait que nous accueillons, le monde accueille, notamment Paris accueille les Jeux Olympiques avec toutes les polémiques qui sont liées à ces Jeux Olympiques et à la construction de ces infrastructures, polémiques liées à la gestion de l'environnement. Mais en Afrique, les questions sont beaucoup plus terre à terre, des questions liées aux dépenses économiques et à la manière de les rentabiliser. Et avec Christian, pendant la pause encore, parce que la discussion est toujours plus intéressante pendant la pause, nous étions en train de discuter des éventuelles propositions qui n'allaient vraiment pas de soi pour pouvoir éviter que, après des événements tels que la Coupe d'Afrique des Nations, qui a été un franc succès, il faut le dire, mais après ces événements-là, pour que les infrastructures qui ont coûté des milliards de francs CFA, des millions d'euros, tombent en désuétude. Et nous étions en train de lancer des pistes de réflexion et on demandait que ça demande du travail. Oui, absolument. C'est des questions, même la littérature, j'en ai quand même jeté un coup d'œil ce matin, c'est encore pendant. Et puis les gens se disent, mais qu'est-ce qu'on fait après, William? Tantôt, justement, comme tu disais, on prend ça des propositions. Et puis là, justement, j'ai une proposition qui me vient en tête. Il y a ce qu'on appelle la stratégie de livraison du projet qui intègre justement la phase d'exploitation. Bien connu, les PPP, par exemple. Les partenariats public-privé. Justement, l'une des spécificités de ces contrats-là, c'est que l'opération, l'exploitation, justement, est laissée aux financeurs, c'est-à-dire aux bailleurs privés, justement, pour pouvoir rentabiliser dans son investissement. Est-ce qu'on peut appliquer le même modèle aux infrastructures sportives? Oui. Mais comment tu convaincs le privé qu'il va rentabiliser après la CAN? Les gens, on paye les tickets pour rentrer là. Mais comme on l'a dit, quand on fait la sommation de ces choses-là, ça n'égale pas justement ces investissements. Donc, comment est-ce qu'après lui rentabilise avec intérêt, justement? Donc, il faut trouver des mécanismes justement pour créer de l'activité autour de ces choses-là. Surtout que, comme tantôt on disait, les Africains sont très rationnels, cohérents dans leurs choix. Mais est-ce que si on crée justement, comme on a parlé tantôt, des festivals autour de ces stades-là, est-ce que si on crée de l'activité économique, de l'activité récréative, est-ce que les Ivoiriens, enfin, au sens restreint, les Ivoiriens, mais en général les Africains, leur un engouement à participer à ça. Et aujourd'hui, clairement, l'une des difficultés du point de vue théorique pour les spécialistes en question de pouvoir étudier l'impact économique des infrastructures, c'est justement la question de l'engouement des consommateurs. Parce que comment tu fais pour que les consommateurs viennent à flot étudier ton bien pour que tu puisses rentabiliser ça? Et là, vraiment, il faut un accompagnement de l'État, il faut une réflexion pour arriver à des politiques publiques justement qui favorisent justement la communauté à l'objectivité de mettre un festival, de faire en fait des activités de récréation et consorts. Mais pour moi, connaissant la sociologie ivoirienne en particulier, ça ne sera pas facile. Mais justement, je voulais poser la question
pour savoir à quel moment ça doit arriver. Parce que moi, je vais faire un commentaire, je me disais que en réalité, tout doit commencer dès le moment où on décide d'accueillir une compétition, en mettant autour de la table toutes les parties prenantes de l'après-projet, c'est-à-dire du projet tel qu'il doit être exploité pendant qu'il y a la compétition. Ouais. C'est ce qu'on appelle le IPD, Integrated Project Delivery. Oui, donc, mais bon, je le dis comme ça, moi je n'ai pas les termes techniques, mais également des personnes qui vont faire le suivi. Ça peut, par exemple, permettre, plutôt que c'est l'État central qui dépense, et c'est pour ça que c'est aussi important la décentralisation, la provincialisation, plutôt que ce soit l'État central qui s'endette, de descendre au niveau des collectivités territoriales décentralisées ou des États fédérés, si on parle d'un État fédéral comme le Nigeria ou l'Éthiopie, d'arriver à ce niveau-là et que ces États-là, les communes, etc., se mettent ensemble et cherchent des partenaires, que ce soit des partenaires locaux ou des partenaires internationaux, pour construire ces infrastructures. D'abord à la dimension de ce que ces niveaux, ces petits niveaux, disons, d'État peuvent porter, ça c'est d'un. De deux, au niveau où l'économie locale peut permettre la survie de ces infrastructures. Je vais, par exemple, expliquer en parlant, par exemple des clubs de football. Parce que si on construit des infrastructures autour d'un club de football, par exemple, ce qui se passe en RDC avec le tout-puissant Mazembe, on construit les infrastructures autour du tout-puissant Mazembe, qui est un club, pour dire rapidement, qui est un club de soccer, qui est quand même, dans tous les cas, dans les années 2010-2020, qui était hyper majeur. Quand tu remportes une coupe d'Afrique, la Champions League africaine, je ne sais pas combien ça coûte aujourd'hui, mais il y a quelques années, c'était $1 million américains. Donc, ça permet quand même à une infrastructure de pouvoir vivre. Et puis, de week-end en week-end, parce que ça gagne, ça fait de grands championnats, ça passe à la télé, etc. Le stade est toujours plein. Mais ça fait aussi des stades de taille relativement moyenne, 20 000 places, 30 000 places. Ce n'est pas des stades de 80 000 places qui ne seront jamais remplis. Donc, en faisant ce travail en amont, déjà, on évite d'avoir des stades immenses, mais on fait des stades à taille humaine qui vont pouvoir avoir 40 ans de vie et de rentabilité sur le long terme, mais aussi ça demande du travail. J'ai l'impression que vous ne posez plus les questions. Oui, mais je faisais un commentaire, mais je te passe la parole. Bon, ok. Mais ce que tu dis, c'est pertinent, mais je vais quand même répondre à ça en faisant comme s'il faisait de la recherche, là, et puis prendre un peu les propos de mon encadreur qui disait, mais allons voir ce qui a été fait ailleurs et copions. Et puis adaptons, en fait, nos contributions. C'est la démarche québécoise de la recherche parce qu'ils n'aiment pas trop tomber de nulle part et puis inventer. Oui, jamais on invente de nulle part en réalité. Ouais. Mais ça, c'est encore notre débat. Moi, j'ai une approche de recherche un peu différente. Je me questionne, puis je vois qu'est-ce que je peux faire, et puis qu'est-ce qui existe dans ce que je veux faire. Et puis je ne vais pas chercher maintenant, ce que j'ai pensé, ça existait, puis comment est-ce qu'il a fait. Au Québec, c'est différent. Bon, d'après ce que je vois avec mes encadreurs, eux, va chercher d'abord ce qu'on fait là, comment ça a été fait. Ouais. Et moi, je pense que ça prend beaucoup de temps. Parce que la littérature est vaste. Est-ce que je vais à gauche? Et puis là, tu deviens fou. Pense la réponse dans ta tête. Et puis voir comment est-ce que cette réponse-là, les gens ont réussi à faire ça. Bon, on fera ce débat en tête. C'est ça. Cela dit, allons-y voir les Occidentaux qui ont le championnat élevé. Comment est-ce qu'ils ont fait? C'est sûr que c'est rattaché après un niveau de vie. Parce que... Ils ont tué le championnat africain en passant. Mais je peux d'ailleurs répondre à cette question. Peu importe. C'est une partie de la réponse. Donc, si les championnats occidentaux sont là en ce moment, c'est parce qu'ils ont tué peut-être le championnat africain. Donc, c'est une partie de la réponse. Mais allons quand même chercher à voir. Africain et latino-américain, pas seulement africain. Bon, après, tu m'en diras plus comment ça a été fait. Mais allons chercher à comprendre comment est-ce qu'ils ont fait de sorte que chaque week-end, les stades sont bondés. Ouais. Si on réussit à faire ça, on ne dit plus que le modèle. Bien sûr. Simplement. Mais moi, je pense que ça c'est quand même fondé sur la sociologie des peuples. Est-ce que les Africains... D'abord, dis-moi, dans le passé, avant la colonisation, est-ce que les Africains avaient des sports qui partaient regarder massivement? Oui. Il y en avait, mais ça sera encore un long débat. Mais il y a un travail qui a été fait... moralement. Qui a été fait, c'est même pas vraiment en anthropologie, mais c'était un travail anthropologique qui a été fait il y a une dizaine d'années, ici à l'Université de Montréal, qui rendait compte donc de cet espace récréatif dans le pays bamileke, par exemple, à l'ouest du Cameroun. Wow. Mais nous tous, nous avons grandi en Afrique, on avait plein de jeux.
qui étaient hyper suivis. En Côte d'Ivoire, par exemple, c'est vrai que c'est du football, mais il y a les petits poteaux qui ne sont pas, très courants, mais qui font des milliers de personnes qui viennent regarder. On peut peut-être, très belle idée, pourquoi pas ne pas prendre ces stades-là, organiser des tournois de petits poteaux là-bas. Voilà, si on organise, vous avez vu le tournoi de petits poteaux qui a été organisé au Palais de la Culture, je crois. Ouais, par l'autre là, rappelle-moi son nom. Bon, je n'ai plus Morrison Jonathan. Voilà, mais le Palais de la Culture, typiquement, ça pourrait être considéré comme un éléphant blanc, mais la manière avec laquelle le Palais de la Culture est utilisé en Côte d'Ivoire, par exemple, rend compte de ce que, effectivement, ces infrastructures dont on parle peuvent être utilisées intelligemment. Et on voit, c'est-à-dire, le Palais de la Culture est presque toujours programmé, c'est-à-dire des différentes salles du Palais de la Culture, que ce soit pour des événements comme du sport en intérieur, des championnats de handball, de tennis de table, toutes sortes de choses, des concerts, et puis donc le championnat de petits poteaux. Clairement. Mais William, ce que tu dis, c'est si on veut sommer tout ça, oui, on ne peut pas faire ça sans associer les gens. Et comme tu as dit, il faut que dès le départ, on associe les gens. Et c'est encore le parent pauvre des politiques en termes d'investissement en infrastructure en Afrique. Même en Occident, c'était encore, il y a quelques années, encore très pauvre. Ouais. C'est maintenant, ils font des têtes là-dessus et puis ils essaient d'adapter un cadre de gouvernance qui prend en compte ce qu'on appelle de manière générale l'acceptabilité sociale. Comment est-ce qu'on intègre les gens à ça? Donc, deuxième élément, on ne peut pas réussir ça si, comme tu as dit, si on ne connaît pas qui nous sommes. Accent du Sud sur la CISM, la fréquence 89.3 FM. Si vous nous écoutez sur la radio, parce que comme vous le savez, vous pouvez également écouter Accent du Sud à Montréal sur les principales plateformes de podcasting ou de balado, comme vous préférez. Toujours dans ce studio avec Christian Boulou, ingénieur, spécialiste de la gestion des projets, spécialiste de l'économie des infrastructures. Avec lui, nous parlons de l'impact de consentir des investissements massifs pour les infrastructures notamment sportives, en cette année sportive marquée par les Jeux Olympiques de Paris dans quelques semaines, mais également par la Coupe d'Afrique des Nations qui vient de se terminer en Côte d'Ivoire. C'est en Afrique de l'Ouest. Avec lui, la discussion a dérivé, mais on l'entraînait vers les solutions que nous proposons pour cette Afrique qui est en train de se lever et de chercher à s'affirmer à la fois donc sur des questions comme celle-là, des questions très concrètes des infrastructures. Et Christian, tout à l'heure, quand on était en train de parler à la troisième partie, j'ai oublié de dire la chanson que vous avez écoutée. La chanson que vous avez écoutée, c'est Papagnon d'Akezo, une proposition toujours de Christian. Je vais laisser jouer une seconde. Voilà. Alors, Christian, nous étions en train de parler donc de ces propositions et je disais qu'à la troisième partie, tu nous as dit que ici au Québec, on regarde ce qui fonctionne ailleurs et on apprend des succès d'ailleurs et qu'à partir de là, on peut créer quelque chose de nouveau et de meilleur sans faire trop d'efforts, des efforts inutiles peut-être. Inutiles, voilà. Et en Afrique, on a des pays d'Afrique du Nord
qui ont notamment le Maroc et l'Égypte, parce que c'est pas vraiment ça en Algérie, mais disons, le Maroc et l'Égypte ont des infrastructures d'un certain niveau, et ils ont également une longue tradition d'entretien de ces infrastructures d'année en année, depuis les années 80, c'est vraiment très bien fait, notamment l'Égypte. Et la particularité de l'Égypte, le Maroc aussi, mais la particularité de l'Égypte, c'est que le championnat égyptien est un championnat de très haut niveau pour parler de soccer. Clairement. C'est peut-être un cas d'école qu'on pourrait prendre. Oui, certainement. Comme on l'a dit, il faut le chercher ailleurs, et puis l'Égypte est proche. Là. C'est, comme on le dit, Kagame, surtout, pour encourager la coopération Afrique-Afrique. Mais moi, je pense qu'on pointe du doigt, clairement, par l'exemple de l'Égypte, la pauvreté de nos championnats. Comme tu as dit, peut-être que l'Europe a tout raflé en termes de talent. Peut-être. Mais comment est-ce que c'est le championnat qui donne les bonnes infrastructures et l'entretien des infrastructures, ou c'est l'inverse? C'est les infrastructures qui donnent le bon championnat. Entre l'œuf et la poule, qu'est-ce qui vient en premier? Mais moi, je pense quand même que c'est le bon championnat qui donne de bonnes infrastructures. Donc, c'est le bon championnat qui donne de bonnes infrastructures. Parce que justement, le championnat étant bon, on a de l'argent, on peut entretenir les stades. Mais comment est-ce qu'on a le bon championnat? Parce que si tu n'as pas le bon infrastructure, tu n'as pas le bon championnat. Mais on a aussi le bon... Parce que les talents, en Afrique par exemple, on a tous grandi dans ces quartiers-là. On a de très très bons talents qui demandent à être non, mais avoir un bon championnat et avoir des talents, c'est très différent. Oui, parce que ce que je veux dire, c'est qu'on se rappelle que la Côte d'Ivoire notamment, le Cameroun, la RDC, le Congo-Brazzaville, et puis bon, l'Afrique du Sud... Mais ça, c'est après, parce que l'Afrique du Sud, pendant longtemps, est restée en marge un peu de ce qui se passait en Afrique. Mais dans tous les cas, ces pays-là de la côte occidentale africaine, donc j'ai parlé de la RDC, du Congo-Brazzaville, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et du Mali, en Afrique subsaharienne, à l'ouest, étaient des pays où il y avait d'importants clubs de football dans les années 70, années 80, et avec des championnats de très, très haut vol. Et puis, progressivement, les championnats se sont délités avec le phénomène de l'achat des joueurs en Europe, etc. Avec le phénomène de ce qu'on a appelé les internationaux. Ça fait qu'aujourd'hui, la dernière fois où on a eu un ballon d'or évoluant sur le continent africain, je ne pense même pas que ça remonte aux années 90. Mais aujourd'hui, c'est presque impossible d'avoir un ballon d'or évoluant sur le continent africain. Oui, mais il y a des contre-exemples à ce que tu dis. À l'échelle d'analyse nationale. Oui. Prends la France. Tu connais quel joueur de l'équipe de France qui joue en ce moment dans le championnat français? Mbappé, le meilleur, peut-être. Bientôt, il s'en va. Là. Non, on est d'accord. Mais je vais te dire qu'on peut produire des talents, et puis ils vont jouer à l'extérieur, et puis avoir un bon championnat à l'intérieur. Mais c'est ça. D'abord, la première chose, c'est que le championnat français n'est pas le meilleur en Europe. Mais n'empêche quand même qu'ils sont l'un des meilleurs dans le monde. Oui, c'est vrai. Par rapport au championnat sud-américain. La force de la France, c'est qu'elle a la capacité d'abord de nourrir son championnat par des internationaux qui viennent notamment d'Afrique. Même si ses propres internationaux ne sont plus là, elle a la formation de très haut niveau. Elle a des internationaux qui viennent d'Afrique. Elle a quelques joueurs qui jouent dans... Elle a des internationaux, mais pas forcément à l'équipe A. Donc, en fait, c'est pas exact. Et puis maintenant, le marché européen du travail est très intégré. C'est pas exactement la même chose que nous. C'est ça, pour moi, on ne peut pas dissocier ce débat-là, d'abord de la sociologie des peuples, et deuxièmement de l'économie du pays. C'est indissociable. Tu prends un pays comme l'Égypte, l'Égypte, c'est une vieille nation d'abord, clairement. L'Égypte, c'est une nation qui existe même avant notre indépendance. Donc, on ne peut pas comparer du point de vue sociologique et puis du point de vue économique, c'est un pays qui en avance. Si tous les talents, par exemple sportifs, artistiques, sont aspirés, donc les gens n'iront plus. William, je te pose une question par exemple simple. La dernière fois, on a le temps, on va quand même... Oui, on a encore 2 minutes. Okay. Par exemple, je te prends le cas de mon cas personnel. On va faire une approche pragmatico-directive. Ma copine aime aller au cinéma, mais moi non. Oui. Mais pourquoi j'aime pas aller au cinéma? Parce que je ne suis pas habitué à ça. Bien sûr. Tu vois? Et c'est l'exemple du cinéma en tant qu'Africain, mais c'est légion partout. Pourquoi aller payer 30 à 20 $ pour regarder un film que je peux regarder sur mon ordinateur à la maison? Comme tu as dit, les Africains sont très objectifs. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Pour terminer sur notre discussion relative à l'investissement dans les infrastructures de divertissement et la croissance économique, je pense que tout dépend d'abord de la politique du gouvernement et du contexte en termes d'enjeux, en termes d'anthropologie
notamment. Et à partir de ça, le gouvernement choisit justement de faire ce qu'il a envie de faire par rapport à ce qu'il veut combler, okay, en termes d'impact. Maintenant, est-ce qu'il y a des impacts directs? Non, pas forcément, parce que les gens qui ont posé cette question et qui ont essayé d'apporter réponse ont trouvé que clairement, il n'y a pas d'impact en termes de compte qui égale justement ce qu'on a investi, mais dans une communication géopolitique, dans des intérêts sociologiques, bien évidemment, ça porte des fruits. Donc je pense que l'investissement en infrastructure, de ce point de vue-là, il faut enlever cette partie-là. Ok. Ok. Je pense que l'investissement en infrastructure, de ce point de vue-là, a des effets, mais qui certainement ne sont pas tous monétisables. Et pour finir, la politique d'opération post-compétition, ça reste un gros challenge. On a donné ici quelques pistes de réflexion qui vont rester justement des pistes de recherche potentielle au sens standard formel de la chose. Mais de mon point de vue, il faut ancrer tout ça sur la sociologie des riverains, des citoyens. Et puis, on ne peut pas analyser cette situation-là au réveil justement des conditions socio-économiques. Je te remercie, William Baya. Merci Christian, merci à vous d'avoir suivi encore cette édition d'Accent du Sud sur la CISM. Vous pouvez bien sûr la retrouver sur votre plateforme de balado préférée. Vous écoutez Accent du Sud, je suis William Baya. Au revoir.